Dans cette vidéo, nous allons examiner le refroidissement des composants électroniques pour comprendre pourquoi il est essentiel lors de la conception des cartes de circuits électroniques. Nous examinerons les différentes options disponibles ainsi que la façon de simuler et de tester virtuellement les performances des systèmes de refroidissement en utilisant la dynamique des fluides numériques. Tous nos appareils électroniques sont construits en combinant différents composants électroniques. Chaque composant a une fonction spécifique. Prenons par exemple ce circuit d'éclairage très simple. La batterie fournit l'énergie électrique. La LED produit de la lumière à partir de l'énergie fournie par la batterie et la résistance protège la LED en réduisant le courant dans le circuit. Si nous enlevons la résistance, la LED s'éteint instantanément. Pourquoi la LED s'éteint? Parce que la résistance du circuit est réduite, ce qui signifie qu'il devient beaucoup plus facile pour plus d'électrons de circuler de la batterie et à travers le composant LED. Comme vous pouvez le voir, les composants internes de la LED sont minuscules, et je ne parle pas de ces parties, mais de celles qu'on ne peut voir qu'avec une très bonne lentille. Ces parties ne peuvent supporter qu'une certaine quantité d'électrons qui les traversent, sinon elles brûlent. D'autre part, un câble électrique est beaucoup plus épais, ce qui lui permet de supporter une plus grande quantité de courant. C'est pourquoi nous avons des câbles de différentes tailles pour traiter différentes quantités de courants électriques. Pour en revenir à la résistance, il s'agit essentiellement d'ajouter une restriction à la circulation des électrons. C'est comme si un tuyau d'eau était coudé. Le coude limite la quantité d'eau pouvant circuler dans le tuyau, ce qui entraîne un gaspillage d'énergie et une chute de pression. Comme nous le savons, la pression est comme une tension, et la résistance est comme le coude du tuyau. Ainsi, lorsque nous ajoutons une résistance au circuit, nous limitons le courant ou la quantité d'électrons qui circulent, ce qui nous fait apparaître une chute de tension. Pourquoi y a-t-il une chute de tension? Eh bien, si nous regardons un fil de cuivre normal, celui-ci est fait de millions et de millions et de millions d'atomes de cuivre. Le cuivre est un conducteur, ce qui signifie que les atomes de cuivre ont un électron qui peut se déplacer librement entre les autres atomes. Il se déplace naturellement vers d'autres atomes, mais de manière aléatoire dans toutes les directions. Si nous appliquons une différence de tension à travers le fil, la tension ou la pression de la batterie forcera les électrons à le traverser. Mais avec une résistance, le matériau est moins conducteur et crée un chemin plus difficile pour le passage des électrons. Les électrons vont entrer en collision et leur énergie sera convertie en chaleur. L'énergie de la batterie est donc vraiment gaspillée et transformée en chaleur. Comme l'énergie de la batterie est retirée par la résistance, nous obtenons une chute de tension. C'est pourquoi, lorsque nous regardons la résistance à travers une caméra thermique, nous pouvons voir qu'elle génère de la chaleur. Certains composants, comme les MOSFETs et les IGBT, produisent d'énormes quantités de chaleur. Prenez par exemple cette alimentation de banc bon marché. Elle a 4 MOSFETs à l'intérieur, 2 ici et 2 là. Si j'enlève le dissipateur de chaleur, nous regarderons cette partie un peu plus loin dans cette vidéo et ensuite j'alimente un petit circuit CC avec environ 1,2 A de courant. Nous pouvons voir, avec la caméra thermique, que ces composants atteignent très rapidement 45 degrés Celsius. J'ai coupé le courant ici parce que je ne veux pas endommager les composants. Tous les composants électroniques ont une limite thermique ou une température maximale de fonctionnement. Lorsqu'ils atteignent ou dépassent une certaine température, ils tombent en panne et risquent de détruire la carte de circuit imprimée. Pour certains composants, comme un fusible, c'est souhaitable car le matériau se brise et cela coupe instantanément le courant du circuit. Cela permet d'éviter d'endommager les composants mais aussi d'arrêter complètement le fonctionnement de la carte de circuit jusqu'à ce que le fusible soit remplacé. Avec des composants comme un IGBT, l'accumulation de chaleur n'est pas une bonne chose car, à mesure que la température augmente, ils deviennent peu fiables et le courant qui les traverse augmente. Ce courant supplémentaire crée de la chaleur qui, à son tour, permet à plus de courant de circuler et donc le composant atteint un emballement thermique et finira par se détruire tout seul. Donc, pour augmenter la durée de vie des composants et de la carte de circuit imprimée, ainsi que pour maintenir le composant dans un état stable et fiable, nous avons besoin d'un moyen d'éliminer l'énergie thermique que le composant génère. Alors, comment éliminer l'énergie thermique des composants électroniques? Certains composants, tels que ce simple circuit LED à résistance, fonctionnent bien dans des conditions ambiantes normales. Ils ne produisent pas beaucoup de chaleur et n'ont pas besoin de refroidissement supplémentaire. La chaleur qu'ils produisent se dissipe dans l'air ambiant. Lorsque la chaleur commence à augmenter dans les grands circuits, nous pouvons utiliser un simple ventilateur pour souffler de l'air sur le composant. L'air en mouvement captera et emportera plus de chaleur.
C'est la méthode utilisée sur les PC et c'est pourquoi il y a un ventilateur à l'intérieur pour littéralement évacuer la chaleur des composants internes. Cependant, cette méthode pose un problème. Nous soufflons la chaleur d'un composant et cet air chaud passe ensuite à travers d'autres composants. Donc pendant que nous refroidissons un composant, et si nous ne faisons pas attention à la conception globale, nous allons chauffer d'autres composants. Cette simulation a été exécutée dans un navigateur à l'aide d'une échelle de simulation et nous allons voir cela un peu plus loin dans cette vidéo. Nous avons généralement besoin d'un moyen plus efficace pour évacuer la chaleur du composant et une méthode populaire consiste à utiliser un dissipateur thermique pour assurer un refroidissement passif. Ce dissipateur thermique est généralement fabriqué en aluminium ou aluminum aux US. Ces dissipateurs thermiques sont dotés de plusieurs ailettes. Les ailettes aident à augmenter la surface du composant pour permettre une exposition maximale à plus d'air ambiant. Le dissipateur thermique est en métal car il conduit bien la chaleur, bien mieux que l'air. Ainsi, en facilitant l'évacuation d'une plus grande quantité de chaleur et en augmentant l'exposition à l'air, nous refroidissons efficacement le composant. Il y a cependant une limite à la quantité de chaleur que nous pouvons éliminer avec cette méthode. L'étape suivante consiste à utiliser un ventilateur pour souffler l'air ambiant sur le composant et le dissipateur de chaleur. C'est exactement la méthode utilisée dans ce banc d'alimentation en courant continu. Le ventilateur et le dissipateur thermique sont combinés pour éliminer l'excès de chaleur. Vous pouvez voir que la chaleur se dissipe par le dissipateur thermique et lorsque je coupe l'alimentation mais que je laisse le ventilateur en marche, la température baisse très rapidement. Une autre méthode qui est le plus souvent utilisée dans les ordinateurs portables est l'utilisation d'un caloduc. Il s'agit de l'étrange barre orange que vous verrez à l'intérieur de votre ordinateur portable et qui se trouve entre le processeur et le ventilateur. À l'intérieur, il y a une petite quantité de liquide et une mèche. La chaleur du processeur est transférée dans le caloduc et cette chaleur va faire bouillir et évaporer le liquide à l'intérieur. La vapeur se déplace vers l'extrémité opposée qui est plus froide parce que le ventilateur souffle de l'air ambiant sur la surface du caloduc et cela élimine l'excès de chaleur. Cette évacuation de la chaleur entraîne la condensation de la vapeur en un liquide et ce liquide retourne le long de la mèche pour capter plus de chaleur et le cycle se répète. Pour augmenter l'évacuation de la chaleur, nous devons commencer à utiliser des unités de plus en plus grandes, qui prennent beaucoup de place et qui, à nouveau, soufflent la chaleur sur d'autres composants. L'étape suivante pour un refroidissement maximal consiste à utiliser un refroidissement par eau ou par liquide. Vous avez peut-être déjà vu de nombreux ordinateurs de gaming à haute performance commencer à utiliser un système de refroidissement à eau pour éliminer le soulèvement de leur CPU et de leur GPU. Nous avons essentiellement une petite pompe qui fait circuler l'eau entre l'échangeur de chaleur du CPU, appelé bloc d'eau, et le radiateur qui est un échangeur de chaleur avec quelques ventilateurs. Là encore, les ventilateurs soufflent de l'air à travers l'échangeur de chaleur et retirent la chaleur indésirable de l'eau, de sorte que l'eau capte la chaleur indésirable de la puce, la transporte jusqu'au radiateur et circule ensuite à travers l'échangeur de chaleur du radiateur. Les ventilateurs soufflent de l'air à l'extérieur de l'échangeur de chaleur, ce qui permet d'éliminer la chaleur indésirable de l'eau qui s'y trouve. L'eau sort donc plus froide et retourne vers la puce pour y récupérer plus de chaleur. Si cette méthode est si efficace, c'est parce que l'eau a une capacité calorifique nettement supérieure à celle de l'air. Elle peut donc capter plus de chaleur. De plus, au lieu de pousser l'air à travers les ailettes et de souffler la chaleur sur les autres composants, le système refroidi par eau collecte la chaleur et l'évacue puis la rejette complètement du système. Cette méthode de refroidissement est de plus en plus utilisée dans l'électronique de puissance, en particulier dans les applications de forte puissance où l'on trouve souvent ces batteries d'IGBT. Ces banques d'IGBT génèrent d'énormes quantités de chaleur et doivent fonctionner de manière fiable pendant de longues périodes. Comme nous l'avons vu avec l'alimentation de bancs, les IGBT ou MOSFETs sont espacés et prennent beaucoup de place. Nous pouvons donc les monter sur un bloc thermique qui est en fait un dissipateur ou un échangeur de chaleur dans lequel l'eau circule au lieu de l'air. Comme les IGBT génèrent de la chaleur, celle-ci passera à travers le bloc et se retrouvera dans l'eau. Entre les IGBT et le bloc thermique, nous avons une épaisse couche de pâte thermique qui contribue à augmenter le transfert de chaleur. À l'intérieur du bloc, nous avons ces ailettes pour aider à augmenter la surface de l'échangeur de chaleur et maximiser l'exposition à l'eau de refroidissement qui élimine la chaleur indésirable. Disons que pour cet exemple, nous voulons nous assurer que ces IGBT ne dépassent pas 90 degrés Celsius, qui est la température maximale de fonctionnement. Pour ce faire, nous allons simuler les performances en utilisant la plateforme CAE SimScale. À partir de cette première analyse, on voit que les IGBT vont fonctionner à environ 165 degrés Celsius, 329 Fahrenheit, ce qui est beaucoup trop élevé et entraînera la destruction des composants et éventuellement de notre carte de circuit imprimée. La première modification que nous allons apporter concerne les matériaux. Nous utiliserons donc l'aluminium pour le dissipateur thermique car il a une conductivité thermique très élevée.
Cela signifie que la chaleur peut passer à travers lui beaucoup plus facilement. Entre les IGBT et le bloc thermique, nous utilisons également une couche plus fine de pâte thermique afin que les IGBT soient plus proches de la zone de transfert de chaleur. La chaleur pourra atteindre ainsi plus facilement le liquide de refroidissement. Comme vous pouvez le constater, ces simples modifications ont eu un effet spectaculaire. Nos IGBT sont maintenant à environ 49 degrés Celsius, ce qui est parfait parce que c'est en dessous de notre limite thermique de 90 degrés Celsius, et que cela fournit un bon tampon avant que nous n'atteignions cette limite. La prochaine étape consiste donc à améliorer l'efficacité de la conception. La conception originale prévoit que ces ailettes passent dans l'échangeur de chaleur, ce qui permet d'exposer l'eau à la chaleur des IGBT. Cependant, on peut voir que cette conception entraîne une forte chute de pression dans chaque canal. La chute de pression de chaque canal s'ajoute à la chute de pression du canal suivant, et la chute de pression dans l'ensemble de l'unité est importante. Nous allons donc utiliser des canaux de type épingle. Et lorsque nous effectuons la simulation, nous constatons une répartition de la pression beaucoup plus uniforme dans chacun des canaux et un différentiel de pression plus faible dans l'ensemble de l'unité, ce qui améliore les performances de refroidissement et réduit les coûts de fonctionnement. Ainsi, en simulant le système de refroidissement dans SimScale et en apportant de simples modifications à la conception, nous pouvons très rapidement améliorer considérablement les performances de notre système de refroidissement et ainsi garantir que nos cartes de circuits électroniques, coûteuses et critiques, fonctionnent dans leurs limites thermiques, ce qui maximise la fiabilité et la durée de vie tout en réduisant les coûts d'exploitation. Ok tout le monde, c'est tout pour cette vidéo.